Cette image, c'est la première que je filme d'un dangereux criminel de guerre. Lui, c'est Alfred Yekatom, alias Caporal Rombo, et là, je suis en train de m'enfoncer avec lui au milieu de la brousse en Centrafrique. Moi, à cette époque, j'ai à peine 22 ans, je débute ma carrière de reporter et je suis sur place pour réaliser un documentaire sur la crise dans le pays. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je me suis retrouvé au milieu d'un coup d'État en Centrafrique. C'est notre pays, c'est pas le pays des musulmans. Nous, on va faire le massacre. Ça, c'est clair. Comment j'ai ensuite retrouvé le chef de guerre qui organisait ce push. Pourquoi il y a tous ces hommes rassemblés dans la cour? Ça, je peux parler en détail. Et comment j'ai découvert qu'il formait une milice armée avec qui j'ai pu passer plusieurs semaines au fin fond de la brousse. Même les petits enfants aussi, on les... Vous verrez aussi comment 12 ans plus tard, Alfred Yekatom Rombo s'est retrouvé condamné devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mr. Yekatom, please rise. Je pense que la transparence dans mon métier, c'est essentiel. Et pour tout vous dire, pour cette vidéo, j'ai dû dépenser plusieurs milliers d'euros entre le montage, la traduction et le graphisme. Et pour être honnête, je me paye pas du tout sur ce genre de projet. Donc si vous aimez mon contenu, la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner et de partager cette vidéo. Et moi de mon côté, je voulais prendre une petite minute pour remercier Odoo qui me soutient dans cette aventure en me sponsorisant. Odoo, c'est une plateforme de gestion qui est adaptée à tout type de secteur professionnel qui réunit plus de 45 applications au même endroit. En gros, vous pouvez gérer votre compta, envoyer vos factures, signer un prochain contrat, discuter avec vos collaborateurs, créer un site web sur une seule et même plateforme centralisée, ce qui fait gagner un temps fou. Vous pouvez aussi ajouter des applications au fur et à mesure en fonction des besoins de votre entreprise et de vos activités. Et si j'ai choisi d'être accompagné par Odoo, c'est parce que c'est une entreprise belge qui a bonne réputation. En effet, toute la politique d'entreprise, elle est basée sur la transparence. Par exemple, son code est accessible à toutes et toutes et il n'y a aucun frais caché. La première application que vous choisissez, elle est gratuite à vie avec hébergement et support en illimité. En gros, si vous êtes seulement intéressé par exemple pour créer un site web, vous n'aurez rien à débourser car le nom de domaine est lui aussi offert pendant 1 an. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à la totalité des autres applications à partir de 19,90 € par mois. Encore un grand merci à Odoo pour son soutien et maintenant retournons sur le terrain. Alors pour comprendre l'histoire qui va suivre, il faut revenir un petit instant sur la situation en Centrafrique en 2013 quand j'arrive sur place. Pour faire simple, le pays il est composé à 80% de chrétiens. Les musulmans, eux, ils sont majoritairement présents dans le nord du pays et dans quelques quartiers de la capitale à Bangui. Jusqu'en 2012, les deux communautés, elles cohabitent à peu près pacifiquement. Mais en mars 2013, il y a un groupe rebelle à majorité musulmane qui vient du nord, qui s'appelle les Séléka, qui prennent la capitale Bangui et renversent le président chrétien en place, François Bozizé. Et très vite, il y a des violences qui éclatent un peu partout dans le pays, des pillages, des viols, des exécutions de civils chrétiens qui deviennent clairement la cible des milices musulmanes Séléka. Et la peur s'installe partout. En réaction à ces violences, il y a des milices d'autodéfense chrétienne qui se forment, les anti-balaka, qui se donnent pour mission, en gros, de protéger les civils chrétiens des exactions des musulmans. Les Séléka et les anti-balaka s'affrontent militairement, mais aussi à travers les civils qui sont pris au piège dans un cercle de représailles. En fait, dès qu'un village est attaqué, l'autre camp se venge sur les civils d'en face. C'est un engrenage sans fin et le début d'une terrible guerre civile dont les effets se ressentent encore aujourd'hui dans le pays. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord être du côté musulman avec les Séléka, puis ensuite du côté chrétien avec les milices anti-balaka et leur chef Alfred Yekatom Rombo. Mais il faut d'abord que je vous raconte ce qui s'est passé avant que je rencontre cet homme. Je suis à l'hôtel, il est à peine 5 h du matin et je suis réveillé par des coups de feu. Quand je descends en bas de l'hôtel, je rencontre des Séléka, donc le groupe armé musulman, qui sont stationnés devant les grilles. Ils sont clairement en état d'alerte. La capitale est en train d'être attaquée par plusieurs milliers d'hommes. C'est là que je réalise qu'en fait je suis en plein milieu d'un coup d'État. Je décide de partir à pied voir ce qui se passe en me dirigeant vers les bruits de tir. Les avenues de la capitale sont totalement vides, c'est ultra flippant. La veille encore, il y avait du monde absolument partout. J'arrive finalement en périphérie de la ville, dans le quartier de Katin, où ont lieu les combats. Je suis avec un groupe de Séléka. En face, au bout de cette route, il y a des anti-balaka, des milices chrétiennes qui veulent reprendre le contrôle de la capitale.
À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais en fait, en face, ce sont les hommes du caporal Rombo. Je peux pas encore les voir, mais leurs balles me frôlent à plusieurs reprises. Les Séléka progressent lentement. Comme souvent dans les combats urbains, l'ennemi il est très dur à localiser parce qu'il peut être caché n'importe où. On voit enfin un groupe d'hommes à quelques centaines de mètres. Ils sont beaucoup, ils ne trouvent pas d'armes même. Tout est totalement chaotique et j'ai vraiment du mal à réaliser ce qui se passe. Je vois les Séléka qui tirent dans des maisons civiles sans distinction, c'est terrible. À ce moment-là, j'imagine peut-être le pire, peut-être qu'il y a des femmes, des enfants qui sont à l'intérieur, peut-être qu'ils sont blessés. Qu'est-ce que je dois faire? Le travail, Adil. C'est propre, on va nettoyer. C'est ça le problème. Et dans certaines allées, j'aperçois des corps sans vie. Qui est-ce qui l'a tué? C'est vous qui venez de... Ils sont désarmés, mais c'est impossible pour moi en fait de savoir si ce sont des civils ou non, qui les ont exécutés. Faut savoir que sur le terrain à chaud, en fait, c'est très difficile de vérifier des informations. On finit par arriver devant une rivière où il semble que les assaillants ont fui. C'est fini. Ils sont partis? Ouais, ils sont déjà partis. Tout est fini. Vous tirez? Mais oui. On a déjà fini avec eux. Ils ont déjà fui. On a déjà fini avec eux. Il est 10h, les Séléka font demi-tour et des soldats français se pointent. Je vous rappelle quand même que la Centrafrique, c'est une ancienne colonie et que l'armée française, elle n'a jamais totalement quitté le territoire depuis son indépendance en 1960. Il y a environ 400 soldats français à l'époque qui sont basés à l'aéroport international, mais ils sont seulement là pour protéger les ressortissants et les intérêts français. Bonjour chef. Bonjour. Ça va? Tout se passe bien? On n'est pas là pour vous embêter, hein, simplement pour circuler. Donc là, si vous pouvez juste décaler le véhicule là, d'accord, on va passer tranquillement et puis voilà. Pas de quoi. Tant qu'on n'a pas de problème avec vous, vous n'avez pas de problème avec nous. Non, ouais, c'est comme ça. Cet échange, il me paraît totalement lunaire par rapport à ce que je viens de vivre. Mais l'armée française, en fait, elle n'a pas encore de mandat d'intervention et ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Les Séléka, eux, ils paradent ensuite dans le quartier musulman de Bangui. Ils se font acclamer par les civils. Alors là, je ne comprends pas sur le moment, hein, mais le coup de feu que vous venez d'entendre, c'est un homme qui vient d'être exécuté à quelques mètres de moi. Une fois arrivé dans un quartier plus calme, hein, je décide de descendre et de rentrer à l'hôtel à pied. Et là, je verrai des images que je ne pourrai jamais oublier. Sur la même avenue que j'ai traversée le matin même, hein, à quelques centaines de mètres de mon hôtel, je découvre des corps partout. Aussi bien des hommes que des femmes.
Que s'est-il passé ici en seulement quelques heures? Qui sont ces gens? Qui les ont massacrés? La seule chose que je sais, c'est que ça a dû être extrêmement violent, parce qu'ils l'ont tous été par des dizaines et des dizaines de coups de machette. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, numéro 21-27... Le soir du 5 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise la France à intervenir militairement. L'opération Sangaris est lancée. 1600 soldats français vont être déployés pour tenter d'empêcher un génocide. Pendant que l'armée française se déploie dans la capitale, moi je décide de partir à la recherche des milices chrétiennes qui ont mené la tentative de coup d'État hier. Lui, c'est Mathurin. Il a comme moi, à l'époque, une petite vingtaine d'années et à la base, il est chauffeur de taxi. Mais il a accepté de travailler avec moi en tant que fixeur. En gros, il va être mon guide et mon traducteur. Et là, on part en brousse à quelques kilomètres de Bangui. Dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de la route, on tombe très rapidement sur des civils chrétiens qui ont fui les combats d'hier. Les Séléka sont venus pour brûler la maison pour nous. C'est là qu'on a couru parti tout dans la brousse. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens dans la brousse, maman. Bonjour. Voyez comment nous vivons ici. Il y a des serpents, des reptiles, des serpents qui peuvent venir nous mordre ici. Nous sommes vraiment nous inquiétons de cette situation-là. Les Séléka se sont vengés pour tomber sur nous, pour nous incendier des maisons, tuer des enfants, faire tout cela. Alors on a eu peur. En fait, ce que je comprends très rapidement, c'est qu'à la suite de la tentative du coup d'État menée par les milices chrétiennes, les Séléka se sont vengés sur les populations civiles. En gros, dans les 2 jours qui suivent, des centaines de chrétiens seront exécutés en représailles parce qu'ils sont suspectés d'être complices des anti-Balaka. Comment les gens sont armés pour venir lutter contre nous autres qui ont les mains vides, contre la population, des civils qui ont les mains vides, alors que ça regarde le gouvernement et ça ne nous regarde pas. Nous, on n'a pas tué des gens, on n'a pas fait de ceci. Ils ont promis de venir nous se venger sur nous. À qui on va demander l'aide pour nous aider à nous sortir de cette situation très dramatique? On ne sait pas. Le lendemain, avec Mathurin, on est toujours à la recherche des milices armées chrétiennes qui ont mené la tentative de coup d'État. On s'enfonce encore plus loin dans la brousse, car Mathurin me dit qu'il a peut-être une piste. On va où là? Il y a un groupe d'anti-Balaka qui sont ici. Et là, il y a un homme armé qui arrive vers nous et qui me demande immédiatement d'arrêter la caméra. Non, attends d'abord. Je peux la rallumer seulement quelques minutes après. On peut faire de rentrer par ici. Quand on sort là-bas, ça doit attirer l'attention des gens d'après, c'est pas bon. Colonne. Et là, je découvre enfin le caporal Alfred Yekatom Rombo. C'est lui qui a mené la tentative de coup d'État du 5 décembre. Et à ce moment-là, cet homme, c'est l'ennemi public numéro 1. Il est recherché par toutes les forces gouvernementales du pays qui sont à l'époque les Séléka. Donc votre but, c'est de reprendre le pouvoir, c'est ça? Nous, on est là pour libérer les peuples. On ne veut pas voir les Séléka dans notre territoire. Les Séléka sont des étrangers. Vous surveillez les arrières? Ouais, je surveille les arrières. Les hommes sont très tendus. En fait, ils ont peur que quelqu'un ait pu nous suivre. Rombo nous emmène sur une de ses bases, cachée très profondément dans la brousse. Dans ma base, de l'autre côté, moi j'ai mis 500 hommes. Et d'autres qui sont de l'autre côté encore. Tout le monde est partout. À ce moment-là, moi, j'ai plus d'autre choix que de leur faire confiance et de suivre le groupe. Sur le chemin, on croise encore des dizaines de civils chrétiens qui ont fui la ville et qui se sont cachés dans la forêt. On vivait à Bangui, moi, avec mes parents, mon mari et nos enfants. Mais nous sommes réfugiés ici à cause de ce qui vient d'arriver, quoi. Ils ont tué mon père, mon grand frère. C'est pour cela que nous sommes réfugiés ici.
On arrive finalement à un premier village. Une foule d'hommes armés de bâtons et de machettes m'entoure immédiatement. Ce sont des anti-Balaka, des milices d'autodéfense chrétienne qui demandent le départ des Séléka et de leur président. Nous demandons 3 jours à Dodo Dia pour quitter notre pays. Oui. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est pas le pays des musulmans. C'est pas le pays des musulmans. C'est le pays des Centrafricains. Nous demandons à Dodo Dia pour quitter. On a besoin de président natif, on n'a pas besoin de Le caporal Rombo a puisé parmi ses milices pour constituer une armée afin de reprendre le pouvoir sur Bangui. Bon. Ralia zone colonne par 1. Il est débarqué, passé, il est bloqué là. Je décide de profiter de son repas pour lui poser quelques questions. Ce sont les habitants qui vous ont offert la nourriture? Oui, les habitants d'ici. Le caporal, en fait, il est vu comme le chef qui protège les chrétiens des exactions des Séléka. C'est pourquoi il est très bien accueilli quand il arrive dans un village chrétien. Est-ce que c'est une guerre de religion? Non, nous, c'est pas une guerre de religion. C'est eux qui sont en train de faire des guerres de religion. Hein? Dans un village, quand on passe, il y a des musulmans, mais on ne touche pas des musulmans. Mais eux, quand ils passent, ils touchent des chrétiens. Ils brûlent l'église, on tue des chrétiens. Moi, je ne le sais pas encore à ce moment-là quand je réalise l'interview, mais 2 jours plus tôt, pendant la tentative du coup d'État du 5 décembre, les hommes de Rombo ont tué sous ses ordres plus d'une centaine de civils musulmans à Bangui et aux alentours. Ah, il y a 2 jours, vous étiez où? Il a dû... Et pourquoi vous avez dû vous replier? Oui, parce qu'on a un problème de munitions. Et là, vous pouvez récupérer d'autres munitions ou pas? Présentement, là, c'est milliers. Là, c'est un secret militaire, on ne peut pas vous dire. Il y a quelqu'un qui vous en fournit? Personne. Toujours technique. Oh, arrêtez. Bah, quitte là. En cas. L'un de mon cas. Eh, ton ballon en camp, putain. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nourrir des milliers d'hommes et pour les armées, il faut forcément des financements. Et les rumeurs disent que c'est l'ancien président chrétien François Bozizé qui finance les milices chrétiennes pour reprendre le pouvoir. Mais moi, à ce moment-là, j'ai aucun moyen de le vérifier. Avec Mathurin, on décide de rentrer à Bangui et de rester en contact avec le caporal Rombo pour le retrouver un peu plus tard. Dans les rues de la capitale, l'armée française est partout. On arrête les véhicules de type pick-up avec les Séléka à l'intérieur avec armement. Pareil, s'ils n'ont pas d'armement, on leur demande de sortir et on les fouille. Okay. On reste toujours en trinôme mais on fait comme d'habitude. Okay. Les véhicules civils, vous regardez à l'intérieur, mais on laisse passer, on n'arrête pas. Okay. Les soldats français, ils ont pour mission de désarmer les 2 groupes pour tenter d'arrêter les massacres qui ont lieu des 2 côtés. Ça, RPG avec les autres sur le truc là-bas. Recule! Recule! Cet homme, lui, c'est un milicien musulman de la Séléka. Et là, il est arrêté par l'armée française. Les civils chrétiens qui subissent des exactions des groupes musulmans depuis des mois sont en liesse. Tous les miliciens musulmans de la Séléka à Bangui sont cantonnés et leurs armes sont saisies. Dans d'autres quartiers, des maisons de musulmans sont pillées. Des civils musulmans sont aussi pris à partie par la foule. La spirale de vengeance est en route. Chrétiens et musulmans vont s'enfoncer dans une guerre fratricide. Je comprends qu'on est au début d'une guerre civile et encore aujourd'hui, le pays est marqué par cette division qui n'existait pas auparavant. Avec Mathurin, on reprend contact avec le caporal Rombo. Lui et ses hommes ont changé de base.
Pour le retrouver, on doit traverser l'aéroport international qui est devenu un énorme camp de réfugiés. Les civils, en fait, s'y sentent en sécurité parce qu'il y a l'armée française qui est basée à proximité et qui empêche les groupes armés de s'approcher. Il y a des blessés qui arrivent chaque jour, des victimes de combats sporadiques qui éclatent un peu partout dans la ville et aux alentours. Il avait touché par balle au niveau de marché ici, avec 2 amis. Les médecins de MSF essayent tant bien que mal de les soigner sur place. La situation humanitaire est catastrophique. Juste derrière l'aéroport, je retrouve le caporal Rombaud sur sa nouvelle base. Je réalise que les anti-Balaka sont maintenant aux portes de la capitale. Ok, bon, dans mon gars, mon gars. Ok, comment là? Ah. Non, c'est vrai. Viens t'asseoir. Alors pourquoi s'être déplacé ici? Oui, bon, tu sais, on a les mouvements en tout moment, on ne peut pas te dire. Tu peux rentrer en profondeur pour te dire pourquoi on est ici. Le caporal n'est vraiment pas bavard avec moi, mais je vois bien que beaucoup d'hommes ont été recrutés. Il ne veut pas d'Autodia. Il faut qu'il comme il a fait avec nos familles tous. C'est quoi cette arme? Ouais, là, c'est une arme furigène. Tout simplement pour lancer, soi-disant, les musulmans qui sont dans leur maison. Et puis, dès qu'ils sortent, on les tue. Même les petits enfants aussi, on les tue. Ce matin-là, c'est le passage en revue des troupes. Alliement, les gars. Allez, fouillez vos yeux, tout téléphone, vas-y. Les chefs de la milice chrétienne anti-Balaka sont à cran. Ils ont peur qu'il y ait des traîtres parmi eux. Tous les téléphones sont saisis afin qu'il n'y ait aucune communication vers l'extérieur. S'il y a un traître, on l'égorge tout de suite. On n'a pas le temps à perdre. C'est clair. Avec Mathurin, on décide alors de rester avec le caporal Rombaud et ses hommes, jour et nuit, pour essayer de comprendre ce qu'il prépare. Chaque jour, des nouveaux hommes sont enrôlés dans sa milice. Oui, allô? Certains ont l'air d'avoir à peine 15 ou 16 ans. Le caporal aurait désormais plus de 3000 combattants à ses ordres. Et j'arrive pas à savoir en fait s'il prépare ou non une nouvelle attaque sur Bangui. Pourquoi il y a tous ces hommes rassemblés dans la cour? Ici, là? Non, il n'y a rien. Il y a quand même beaucoup d'hommes dehors. Ça, je peux parler en détail. Hein. Pas en détail, juste rapidement. Non. Rombaud et ses hommes sont désormais basés dans une ancienne école transformée en un immense camp d'entraînement. À droite. Droite. Les nouvelles recrues reçoivent une formation accélérée en marche militaire et en maniement des armes. Si moi on a couché, c'est couché. Bon, t'as le pénétré. L'ambiance est très tendue. Un après-midi, je trouve carrément cet homme qui est à genoux face à la table du caporal. L'homme est même fouetté. Il est accusé d'être un traître ou peut-être même un séléka. Les versions varient selon à qui je demande. Je ne saurai jamais ce que cet homme est devenu. Un autre jour, je surprends des soldats français en train de discuter avec le caporal Rombaud et ses hommes. Ils vont revenir très souvent sur cette base pour voir ce qui s'y passe. Pour rappel quand même, la mission de l'armée française sur place, c'est de désarmer les différents groupes pour calmer les tensions. Effectivement, d'accord. Moi, t'es ici depuis longtemps? Pardon? T'es ici depuis longtemps? Oui. Oui. Parce que vous savez qu'il y a des mesures de cantonnement pour tout le monde. C'est ça. C'est qu'il y a des mesures de cantonnement pour les Sénéca, mais également pour les parties adverses. Alors, aujourd'hui, je viens pas pour les armer, mais je viens pour passer un message. Un message de désarmement. On se rappelle? Sans problème.
Et là, quand j'entends ça, je comprends clairement qu'il y a 2 poids 2 mesures. Pour rappel, les milices musulmanes, elles ont été cantonnées et désarmées à Bangui. Et là, je vois clairement que les soldats français sont plus conciliants avec les milices chrétiennes. Ils ne sont pas désarmés et le caporal Rombo va profiter de cet énorme avantage militaire. De jour en jour, je le vois avec ces hommes qui reprend progressivement le contrôle des faubourgs de la capitale sans même avoir besoin de combattre, puisque le camp adverse, les Séléka, n'ont même plus d'armes. Le caporal Rombo va alors imposer sa loi. Des barrages sont installés un peu partout, les civils qui circulent sont contrôlés et doivent prouver qu'ils sont chrétiens. L'interrogatoire de ces 3 jeunes est une des dernières images que je filme sur place. À ce moment-là, moi j'ai fini mon documentaire sur la crise en Centrafrique et je dois quitter le pays. Mais l'histoire du caporal, elle, est loin d'être terminée. Après mon départ en 2014, les milices chrétiennes reprennent progressivement le contrôle de la majorité du pays, commettant énormément de massacres envers les populations civiles musulmanes. Certaines ONG parlent carrément d'un nettoyage ethnique. Et c'est dans ce contexte qu'en 2016, le caporal Alfred Yekatom Rombo est élu député. Et malgré les nombreux crimes qu'il a commis, il est maintenant protégé par son immunité parlementaire. Jusqu'au jour où tout dérape en octobre 2018 à l'Assemblée nationale. Des tirs retentissent et c'est le sauve qui peut. Alfred Yekatom Rombo, qui est présent dans la salle, vient de sortir son arme et tirer 2 coups de feu en l'air pour s'opposer à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Un acte qui va faire basculer son destin. Il est alors maîtrisé par des gendarmes et arrêté. Son immunité parlementaire est levée et il est transféré quelques jours plus tard à la Cour pénale internationale de La Haye. Et si je vous raconte son histoire aujourd'hui, c'est parce que Alfred Yekatom Rombo a enfin été jugé cet été après des années d'impunité. Mr. Yekatom, please rise. Cela faisait 12 ans que je n'avais pas vu le caporal Rombo. Et je vous avoue que je le reconnais à peine avec son costume et ses lunettes. Après des années d'enquête et des mois d'audience à la Cour pénale internationale, son jugement est finalement rendu le 24 juillet 2025. The Chamber has therefore convicted Alfred Yekatom of a total of 20 crimes, comprising both crimes against humanity and war crimes, guilty of the crime against humanity of torture, murder, forcible transfer and deportation, displacement, persecution. On religious grounds, the Chamber sentences you to a total of 15 years of imprisonment. You may sit down. Pendant la guerre en Centrafrique, des atrocités ont été commises par les 2 camps, musulmans comme chrétiens. Et plus de 10 ans plus tard, il y a encore très peu de responsables qui ont été jugés. Le verdict contre le caporal Rombo, c'est avant tout un acte symbolique. Il efface en rien les souffrances que les civils ont vécues. Il règle pas non plus le conflit sur place. D'ailleurs, la Centrafrique s'est jamais vraiment remise de cette guerre civile et les tensions sur place sont encore très présentes. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu vous raconter une partie de l'histoire de ce pays, une partie de l'histoire d'un criminel de guerre et comment, en tant que jeune journaliste, j'ai réussi à le suivre. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, en tout cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.